Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Crise sanitaire, oui, mais quelles peuvent être les conséquences socio-politiques de cette pandémie? C'est ce que nous allons voir dans la première partie de l'E-World Forum de cette semaine. Notre invité au plateau, Innocent Kagbala, il est député, président du Parti démocratique panafricain, PDP, parti d'opposition au Togo, député donc à l'Assemblée nationale, président de la commission éducation et développement socio-culturel. Il nous fait l'honneur d'être à l'heure, pile poil, au plateau. Monsieur Kagbala, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles Boko. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous avez une tenue de chef traditionnel. Vous avez un amour particulier pour ces collectivités Non, c'est ma façon de leur rendre hommage pour ce qu'ils sont pour nos traditions. Nous aimerons quand même dans les années à venir avoir une identité ici au Togo, que nous puissions que nous soyons fiers de nous habiller selon nos traditions en fait. C'est vrai les costumes quand vous êtes appelé à aller à une manifestation officielle, mais je pense que pour d'autres sorties, nous pouvons être fiers d'être africains, d'être togolais. Donc comme un peu ça ne le dérange pas Danfani. d'être à la fois moderne et traditionnel. Non, ça ne nous dérange pas, mais nous voulons avoir une identité au Togo. Hein, quand on voit un Togolais à travers son accoutrement, son habillement, qu'on puisse savoir que c'est un Togolais, un peu comme les Rwandais, un peu comme les Ghanéens. Donc, c'est pour faire la promotion de tout ce qui est local. C'est pour ça que nous le faisons. En fait, c'est un objectif. D'accord. Cela dit, on va attaquer notre sujet, les conséquences socio-politiques, on va dire même économiques de la maladie à coronavirus. Alors, mais comment vous occupez-vous politiquement en ce temps de pandémie? C'est vrai que c'est difficile. Nous avons changé nos habitudes depuis la maladie. Nous n'avons plus de réunions habituelles. Nous faisons par visioconférence quand il faut réunir le bureau et quelquefois nous appelons nos représentants un peu dans les préfectures pour voir un peu comment ça évolue, la situation sanitaire. Nous n'avons pas d'activité parce que les regroupements sont interdits, donc nous essayons de faire au mieux. Nous essayons d'occuper un peu l'espace à travers des opérations de sensibilisation sur le terrain. Nous avons fait beaucoup de sorties. Il y a, vous savez, cette crise sanitaire est en train de redessiner un peu la carte politique du Togo. Il y en a qui sont là et qui ne feront que des communiqués. Il y en a qui sont là, qui sont actifs, qui sont sur le terrain et qui, à travers cette crise quand même, essaient d'exister. Ce n'est pas facile, je vous le reconnais, c'est pas facile. Je vois entre autres bâtir le net, le PDP, la nouvelle vision. Hein, nous sommes sur le terrain d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous ne pourrons pas nous regrouper, mais nous faisons en sorte de pouvoir participer à la sensibilisation au niveau de la pandémie et pouvoir apporter un peu de réconfort à nos populations qui sont vraiment impactées par la Covid, disons. Ben, c'est selon. Mais bon, est-ce que ça peut se comprendre aussi? C'est vous qui avez des choses à prouver. Les autres, on les a suffisamment vus sur le terrain aussi. Non, je pense qu'on va aborder ces différents aspects. Je pense que cette histoire est en train de redéfinir un peu le leadership, aussi bien au niveau de l'opposition. Au niveau même continental, vous avez vu, il y a des décisions même audacieuses au niveau de Madagascar, un certain nombre de pays, où nous devons nous affranchir d'un certain nombre de pesanteurs pour pouvoir nous émanciper et pouvoir nous développer. Donc, je pense que ça a des conséquences que vous n'imaginez pas. Ça a des conséquences. Vous avez vu déjà les revendications au niveau du Mali, parce que nous ne pourrons plus accepter que nous soyons mal dirigés. Donc, ce n'est pas le chômage politique. Vos activités ne sont pas totalement bloquées. Non. Vous estimez qu'au PDP, vous continuez d'exister malgré la pandémie? Oui, le PDP continue de fonctionner normalement. Nous appelons régulièrement, nous discutons sur des sujets, nous sommes sur le terrain. Nous avons fait une opération de don des kits sanitaires. Il y a beaucoup de partis traditionnels qui nous ont suivis. Donc, que je salue au passage. C'est intéressant de voir un peu comment nous pouvons initier. Ils peuvent également nous suivre. Donc, ça veut dire que nous avons des idées à partager, à faire avec eux. Donc, c'est pour ça que nous appelons à l'union de l'opposition. Au même moment, la présidentielle est faire passée. un don, c'est comme inventer le fil à couper le beurre. Non. Le don, ça existe. Non, mais il y a combien de partis qui sont sur le terrain depuis la survenance de la maladie? Il y en a combien? Vous les connaissez, vous pouvez les citer. Vous les Peut-être connaissez? que vous
vous portez sur les médias ce que vous faites. Et d'autres, peut-être par pudeur, ne veulent pas exposer sur la place publique. Je pense pas que ça soit, c'est pas du prosélytisme, c'est pas le lieu de dire ce qui nous sommes, ce que nous faisons, mais je pense que les Togolais sauront reconnaître ceux qui étaient à leur côté pendant la crise, dans cette crise de Covid. Les Togolais ont vu, ils sauront. Maintenant, si vous voulez médiatiser, vous médiatisez. Si vous voulez que ça soit pas médiatisé, ça, c'est votre philosophie. Mais ce que nous faisons, nous voulons que les Togolais le sachent. Alors, on entend de moins en moins de contestations virulentes sur la scène politique. Est-ce que c'est une trêve politique de fait qui a été, on va dire, décrétée entre guillemets, parce que personne n'a signé un document, mais on remarque que les critiques acerbes se sont tues quelque peu durant cet état d'urgence sanitaire décrété par votre pays, le Togo. Vous vous êtes concerté Non, je pense qu'il n'y a pas eu une concertation, mais comme je l'avais dit, je pense qu'il y a des causes où nous avons besoin de nous retrouver. Hein. Il y a des causes nationales où on n'a pas besoin d'aller tout le temps dans les polémiques. On n'en a pas besoin. Et puis, à l'instar des nations asiatiques, nous devons apprendre à aimer notre pays. Quand c'est une cause nationale, nous devons taire nos divergences et pouvoir faire des propositions allant dans le sens de ce que le gouvernement est en train de faire, soit pour critiquer, mais des critiques constructives. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, je pense que c'est une trêve qui ne dit pas son nom, mais qui s'est imposée de fait. Parce qu'il n'y a pas l'agenda politique, il n'y a rien, en fait. Donc, actuellement, nous nous occupons de faire en sorte que la maladie ne puisse pas affecter notre économie, avoir des approches de solutions, aider le gouvernement, critiquer le gouvernement quand ça ne va pas. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire comme opposition responsable et constructive. Donc, je pense que c'est une trêve on n'a pas besoin de décréter cette trêve. Hein. Elle s'est imposée à nous, puisqu'au niveau de l'agenda politique, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut que chaque parti puisse définir sa vision, son orientation par rapport à cette trêve qui ne dit pas son nom, et voir peut-être d'ici quelques mois si les activités politiques peuvent reprendre. Oui, vous avez revendiqué l'amour pour votre pays. Aimer son pays, ça veut dire fermer les yeux sur des choses qui ne vont pas. Non, nous ne fermons pas les yeux. Vous avez vu, nous sommes avec le net, au niveau des centristes, nous sommes les deux partis qui faisons plus de sorties, si vous avez remarqué. Et puis, il y a des sujets où nous n'allons pas du dos de la cuillère. Vous avez vu, l'honorable Tama et moi-même, il y a des sujets sur lesquels nous disons non, ce n'est pas comme ça que ça devrait le faire. Par exemple, au niveau du couvre-feu, vous avez vu nos sorties. Hein, au niveau de nos vicis, vous avez vu nos sorties. On aurait pu améliorer le processus, mais après, le gouvernement nous a suivi. Le filet social. Filet social. Après tout, le gouvernement a rectifié. Donc, quand les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous et que c'est des critiques objectives, ils vous écoutent. Quand ce que vous dites, c'est critiquer pour critiquer, ils ne vont pas vous écouter. Donc, nous voulons maintenir le dialogue avec toutes les parties. Nous voulons maintenir le dialogue et puis faire des propositions constructives. Vous savez, il y a des périodes où il faut combattre, il faut critiquer, mais il y a des périodes où il faut de l'apaisement pour pouvoir construire le pays. Nous avons fini les élections, la crise est arrivée, nous devons faire en sorte de pouvoir maîtriser la crise pour relancer notre économie. C'est ça le combat. Ce n'est pas qui sera président. On sait déjà celui qui est président de la République. Est-ce que vous n'êtes pas passé trop vite sur la période post-électorale? Vous avez dit les élections sont terminées, mais il y avait une crise post-électorale, une revendication, une contestation de la victoire. Sur ce sujet, on ne vous a pas beaucoup entendu. Ben, vous m'avez entendu avant les élections. Je vous ai dit que c'est la finale de la Champions League. On nous a disqualifiés. Les gens ne nous ont même pas défendus. Ils vous ont dit qu'ils pourront battre Faure Gnassingbé. Ils n'ont qu'à nous le prouver sur le terrain, c'est tout. Parce que nous, après la présidentielle... Est-ce que c'est pas un lâchage trop facile? Non. Parce que nous connaissons assez au niveau de l'opposition. Votre disqualification ne vient pas des partis d'opposition. Mais qui nous a appelé pour nous dire, ben, écoutez, ce qu'on vous a fait avec le jeune ton, ce n'est pas normal? Qui nous a appelé? Qui nous a appelé? Juste par courtoisie, qui nous a appelé? La politique, vous savez, quand vous voulez enseigner les sciences pour vous allez investir. Mais quand vous voulez faire de la politique, c'est autre chose. Il y a des règles qu'il ne faut pas transgresser. Vous comprenez? Quand vous ne soutenez pas les gens, vous demandez maintenant qui vous soutienne, qui va vous soutenir. Ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut avoir des éléments de preuve. Sinon, comment on vous soutient? Quand vous n'avez pas d'éléments de preuve, parce que tout ce qui s'est passé, vous le saviez avant. J'ai dit
il faut un accord avec UNIR. Il faut prendre un engagement pour ne pas dissoudre le Parlement. Il faut discuter avec les gens, discuter avec l'armée. Est-ce qu'ils l'ont fait? C'est sur ce plateau que je l'ai dit. Est-ce qu'ils l'ont fait? Il ne suffit pas de venir de l'ancien système. Il ne suffit pas de venir de l'ancien système. Je ne peux pas vous dire, la crise post-électorale, il y a des acteurs. Il y a la dynamique Podjoro et puis il y a la mouvance. Je n'ai pas des éléments d'appréciation. Je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Il ne faut pas qu'on nous demande de faire comme on dit non, comme vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas la vraie opposition. Tout ça là, c'est terminé. C'est des choses qu'on essaie de faire croire aux Togolais, c'est des dogmes. Nous, on n'est pas dans ça. Le plus important, c'est notre pays, c'est le Togo. C'est le Togo d'abord. C'est comment nous faisons pour créer des emplois. Comment nous faisons pour que l'éducation aille de l'avant. Comment nous faisons pour construire les routes. Comment nous faisons pour rénover nos prisons. Mais les gens ont fait la même chose pendant 30 ans, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer un peu? Mais M. Kagwada, est-ce que vous plaignez de n'avoir pas été consolé quand votre candidature a été Non, je ne me rejetée? plains pas. Pourquoi je vais me plaindre? Mais si vous acceptez faire la politique, mais pourquoi je vais me plaindre? Ben écoutez, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais vous, est-ce que vous avez approché les autres, hein? Est-ce que vous semblez ne pas avoir les éléments de preuve pour appuyer un camp ou l'autre? Mais est-ce que vous les avez approchés pour voir qui dit la vérité et qui est savez, dans, nous avons dans la toujours- manipulation? Nous avons toujours des contacts. Nous avons, au-delà de tout ce que vous voyez, nous avons toujours des contacts. Il y a toujours des passerelles. Nous discutons. Rassurez-vous, nous discutons. Et là où moi je suis, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si quelqu'un a un problème, lui, c'est lui qui a un problème avec Mais moi. vous avez dit que vous n'avez pas vu les preuves. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez Je demandé... ne suis pas le seul à le dire. Est-ce que vous avez Au demandé, passage, est-ce que vous avez demandé Non. les preuves? Est-ce que vous êtes allé aux nouvelles? Non, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Et il y a des candidats qui ont participé à ces élections. Je dis bien, il y a des candidats qui demandent des preuves et qui ont discuté avec la dynamique, qui disent qu'ils ne peuvent pas les soutenir. Ce débat ne m'engage pas. Ce débat ne m'engage pas. Il faut qu'on dise la vérité aux Togolais. Je vous ai dit avant les élections, il faut discuter avec UNIR. Est-ce que vous avez discuté avec UNIR? Je vous ai dit, l'alternance sera assurée par un centriste. Et je vous ai dit, c'est soit M. Djeritama, soit c'est moi. Parce que je savais de quoi je parlais. Je vous ai dit Il y a que d'autres qui se l'élection revendiquent- présidentielle. d'autres se revendiquent du centre, hein. Lesquels? Le MRC, par exemple, à Baskabois, Yaclé, Cercle pour des leaders émergents, je peux Je vous les parle du aligner. Il y a courant- Aubenton, Non, je parle du qui est au courant centre centriste. aussi. Je parle du courant centriste au Parlement. Il y a le groupe centriste, c'est M. Djeritama et moi. C'est tout. Mais maintenant, ceux qui se revendiquent du courant centriste, nous pouvons discuter. Mais il y a Ton, il y a Bâtir, il y a... Je ne sais pas si Bâtir, c'est Bâtir, centriste. est-ce que c'est au centre ou... Je ne sais pas. Mais il y a Ton, il y a un certain nombre de jeunes qui sont en train d'émerger. Nous pourrons nous asseoir pour discuter. Avec M. Djeritama, nous pourrons nous asseoir avec eux pour discuter. Ça veut dire que pour vous, la crise pose... Il n'y a pas de crise d'ailleurs. Pour Je- vous, cette page est tournée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Christ. Je n'étais pas acteur, j'étais spectateur. Je ne fais qu'observer. Je ne fais qu'analyser comme tous les Togolais. Celui qui a promis, il nous a dit qu'il a les moyens de pouvoir arracher l'alternance. Nous attendons de voir et nous allons applaudir. C'est tout. Oui, mais rester dans cette posture de bras croisés, est-ce que ce n'est pas une posture paresseuse? Pourquoi ne pas être proactif? Je ne suis ni un opposant alimentaire, ni un opposant paresseux. Contrairement à beaucoup, moi, j'agis sur le terrain. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort les communiqués. Nous avons été habitués à des opposants qui ne font que sortir les communiqués, qui attendent la présidentielle. Entre les deux présidentielles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Mais on ne peut pas évoluer comme ça. Nous avons des projets que nous allons lancer dans une semaine et d'autres que nous allons lancer dans 2 semaines. Un centre. Écoute, nous allons consacrer la moitié de nos indemnités pour aider la population, distribuer des kits alimentaires, apporter de l'assistance médicale, de l'assistance psychologique pour des gens qui ont été impactés. Quel opposant l'a fait? C'est des gens depuis 30 ans qui nous ont habitués. Soit on a perdu, soit on a gagné, on revendique, on va, on fait des manifestations et on reprend dans 5 ans. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les pays asiatiques ne se sont pas développés comme ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de revendication dans les pays asiatiques? C'est le pays d'abord. Je ne parlerai jamais mal de mon pays. C'est ça la différence. Je ne parlerai jamais mal de mon pays. Parce que Quand il y a moi, des choses qui ne vont pas bien dans votre pays, je vais les dénoncer. Comme tout opposant responsable, je vais les dénoncer. Mais je ne parle pas mal de mon pays parce que c'est mon pays d'abord. C'est Made in Togo que nous voulons vendre dans quelques années. Mais attendez, si je parle mal de mon pays, mais comment est-ce que je pourrais vendre le pays à l'extérieur? Qu'est-ce que ça veut dire parler mal de son pays? Il y a des combats. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment de mener ce combat. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment de mener ce combat. Il y a des combats qui doivent nous rassembler.
en cette période de Covid, ça doit nous rassembler. Mais maintenant, nous pouvons, avec ceux qui sont en face, dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la gestion que vous êtes en train de faire. Le couvre-feu, vous avez vu qu'il y a des bavures que nous avons dénoncées. Nous ne sommes pas d'accord de la gestion que vous faites du pays. Au Mali, qu'est-ce qui se passe avec IBK? C'est la corruption. Mais quand vous prenez le cas du Mali, c'est là où vous comprenez que le courant centriste, c'est l'avenir du pays. C'est quelqu'un qui n'a pas fait 50 ans, comme ceux que nous critiquons ici. C'est quelqu'un qui n'a pas fait 50 ans. Mais les griefs contre IBK, c'est les mêmes. C'est la corruption, c'est ci, c'est ça. Mais c'est ça. Mais il est en train de faire combien d'années? Il ne fait que 7 ans. Ou bien, si je me trompe. Mais c'est les mêmes. Et c'est les gens qui l'ont porté au pouvoir qui sont en train de le critiquer. Prenez le cas du Bénin. Le cas du Mali, nous allons en parler dans la seconde partie tout à l'heure avec un spécialiste de la géopolitique. Prenez le cas du Bénin. Docteur Gilles Yabi qui sera en duplex en direct avec nous de Dakar. Ce que je veux vous expliquer, c'est une question de gouvernance et de leadership. Tout à fait. Ce n'est pas une question de qui a fait longtemps au pouvoir. Oui, vous pouvez nous parler du Bénin. Talon, il est critiqué. Il y a moins de liberté d'expression là-bas. Et là-bas, ce que nous faisons ici, vous ne pouvez pas le faire là-bas. On va vous envoyer rapidement en prison. Les réseaux sociaux, vous critiquez le régime. Non, vous ne pouvez pas réduire le Bénin à des procès contre la liberté d'expression tout le temps. C'est ce que je regarde et je lis sur Internet. Je ne suis pas acteur. Mais à contrario, Talon aussi a des résultats économiques qui sont Il a des résultats économiques que je félicite d'ailleurs. Oui. Ça va vous étonner que je félicite d'ailleurs. Talon a des résultats économiques que je félicite. Il est en train de copier le Rwanda. Et moi, mon modèle, c'est le Rwanda. Je vous ai dit qu'il y a des combats, ce n'est pas le lieu de les mener. Il y aura le temps pour qu'on discute de ça. Actuellement, les gens doivent manger. Que ce soit ce régime ou un autre régime, les gens doivent manger. Le Bénin, il y a eu changement de régime. Est-ce que les Béninois seront plus heureux que les Togolais? Le Burkina Faso, le Mali, il y a eu changement de régime, oui ou non? Oui ou non? Sur le plan macro, nous avons des agrégats où nous sommes devant ces pays. Comment vous pouvez l'expliquer? Comment vous pouvez l'expliquer? Ce que je dis, c'est que nous devons nous unir. Les luttes de leadership, les combats stériles, on n'en a plus besoin. C'est le Togo d'abord. Ce que vous dites, il aurait été plus simple que vous rejoigniez alors UNIR. Et puis... Je ne rejoins pas UNIR, je suis un opposant. Oui, je réaffirme. Pourquoi créer alors une opposition dans ce contexte où changer d'homme ne règle pas le problème? Non, je n'ai pas dit changer d'homme. Celui qui est là. Si nous voulons changer les hommes, le problème. Non, si nous voulons changer les hommes, nous devons changer notre façon de faire la politique. Celui qui doit remplacer Faure Gnassingbé ne doit pas venir juste pour sa famille politique, s'enrichir. C'est ce que nous combattons. Il y a des gens qui sont dans l'opposition qui n'ont pas de qualités d'hommes d'écoute, d'hommes de... Non, ils veulent changer un système, d'accord, mais le système qu'ils veulent nous imposer sera pire que le système qui est en place. Comment le savez-vous, puisque vous les avez je le sais parce qu'il y a eu... Au Gambie, qu'est-ce qui s'est passé? Tout opposant au niveau de la CEDEAO, qui a pris un engagement avant d'être élu, quand il est au pouvoir, il fait le contraire. La Gambie, il devait faire 3 ans. C'est une coalition qui l'a porté au pouvoir. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Au Bénin, c'est pareil. Tous ceux qui l'ont aidé, ils ont quitté le pays, oui ou non? Oui ou non? Nous voulons des gens de l'opposition qui incarnent vraiment la liberté d'expression, la démocratie, qui sont des rassembleurs. Et qu'est-ce qui vous dit que vous ne ressemblez pas à Adama Barrow en Gambie, mais non, à Patrice Talon au Bénin? Vous voyez notre discours, vous voyez notre parcours différent? Non, notre parcours ne nous permet pas d'être ce que ces gens-là sont. Notre parcours. Qu'est-ce que vous appelez votre parcours? Mais nous sommes dans le compromis, nous sommes dans la négociation. Quand vous voyez l'ancien Premier ministre Edem Kodjon, l'ancien Premier ministre Agbeibo, vous voyez que arrivé à un certain moment, il faut discuter avec les gens. Ceux qui vous disent, on ne peut pas discuter avec eux. Tant que le régime, on ne change pas de régime, on ne peut pas discuter avec eux. Ceux-là, ils vous trompent. Parce qu'il y a des fois où il faut mesurer les forces en présence. Quand vous mesurez les forces en présence, vous vous rendez compte que c'est un combat perdu d'avance, vous négociez avec les gens. Ce que vous pouvez prendre tout de suite, vous prenez. Ce que vous pouvez prendre à moyen terme, vous prenez. Ce que vous pouvez prendre à long terme, vous prenez. Mais si tout de suite vous dites c'est tout ou rien, mais de toute façon, vous n'allez pas avancer. Ils ont l'avantage de l'armée, ils ont l'avantage du pouvoir, ils ont l'avantage de l'expérience, ils ont l'avantage de la diplomatie. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça? Le Mali, ça serait intéressant que nous puissions observer la situation au Mali d'ici 2 ou 3 semaines pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que le gars, il veut mettre un gouvernement d'union nationale, mais les autres n'en veulent pas. Mais est-ce que si la situation est perdue, est-ce qu'ils sont capables de renverser le régime, de renverser les institutions de la République? C'est de ça qu'il est question. Mais si vous n'êtes pas sûr de vos forces, acceptez la discussion, acceptez la négociation, faites une issue, une sortie honorable pour le gars,
il s'en va et vous gérez le pays. Si vous refusez, et dans 2 ou 3 semaines, le gars, avec tout ce qu'il aura mis en place, il revient en force, mais c'est fini. Mais Innocent Kabala, ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas dangereux? Parce que vous-même, vous avez reconnu que les rapports de force sont très déséquilibrés. Oui. Comment pouvez-vous aller à des discussions si vous ne créez pas de la tension pour pouvoir équilibrer un tant soit peu les rapports de force? Vous allez créer de la tension. Vous allez vous faire phagocyter, non? Non, mais vous allez créer Mais surtout, il ne faut pas vous faire corrompre, comme certains. Vous avez vu, là-bas, au moins, quand les gens vous ont donné 50 millions, vous avez montré ça à la presse, vous avez dit, les gens ont tenté de nous corrompre. Sous d'autres cieux, on prend l'argent et on nie. Mais comment les gens peuvent vous respecter? Quand les gens veulent vous corrompre, vous dénoncez. Vous dites, la cause que nous voulons mener, ce n'est pas une question d'argent. C'est là où il faut tirer chapeau au peuple malien, aux leaders maliens. Sous d'autres cieux, on corrompt les gens, et après, les mêmes qui pactisent avec le diable le soir, le lendemain, ils veulent donner des leçons. C'est ce que nous ne voulons plus dans nos pays. Oui. Nous voulons incarner une nouvelle façon de faire la politique, avec des convictions. Monsieur Kabala, vous savez comment l'argent circule en politique. Vous ne pouvez pas nous dire ici. Je ne serai ni un opposant alimentaire, ni la conscience. Je ne serai jamais un opposant alimentaire, ni un opposant paresseux. Quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, il ne faut pas faire croire aux gens ce que vous ne pouvez pas leur donner. Mais monsieur Kabala, quand un chef d'État de la CEDEAO ou d'ailleurs vous donne de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes, Je vais prendre. 30 ou 50 millions. Je vais prendre, mais je ne vais pas nier. Attendez, si je vais pour rencontrer un président et on me fait un cadeau parce qu'on sait que ma cause est noble et on veut m'aider, je ne vais jamais dire, moi, je n'ai jamais pris de l'argent. Et un autre leader va vous dire 2 ou 3 mois après, oui, on a pris l'argent, mais c'est pour faire ça. Ce n'est pas correct. Parce que vous, quand on vous voit à la présidence, si moi je veux rencontrer M. Faure Gnassingbé, je demande à le rencontrer, je le rencontre. Et vous ne dites pas toujours combien vous... Non, mais je n'ai jamais pris d'argent chez M. Faure Gnassingbé, contrairement à certains. Non, moi, je n'ai jamais pris d'argent parce que je n'en ai pas besoin. Je ne serai jamais un opposant alimentaire ni un opposant paresseux. Un opposant alimentaire, c'est un gars qu'on peut acheter pour 5-10 millions. Ça veut dire que vous, votre prix est un peu plus cher, c'est ce que vous voulez dire? J'ai pas de prix parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer, donc je n'ai pas de prix. Ils ne peuvent pas payer. Si je comprends bien votre développement jusque-là, ça veut dire que vous plaidez pour une réorientation du mouvement de l'opposition. Pour vous, beaucoup se sont trompés jusqu'à présent. Et il faut un nouveau cap. Ils ne se sont pas trompés, mais ceux qui étaient en face, ils étaient plus forts qu'eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Il faut reconnaître la force de l'adversaire. Donc, ils n'ont pas bien analysé les Ils n'ont pas bien analysé. En face. Et puis, il y avait un certain nombre de pesanteurs. Vous ne pouvez pas faire des analyses sans tenir compte du contexte endogène. C'est impossible. C'est impossible. Les forces en présence, il faut les analyser. Nous pensons qu'il faut mener la lutte autrement. Ceux qui ont fait le combat jusqu'à présent, ils ont fait un bon combat, mais ils n'ont pas vraiment mesuré les forces en présence. Ceux qui ont fait, qui se sont trompés. L'idéologie était bonne, mais est-ce qu'ils avaient le moyen de leur politique? Je ne pense pas. Et pourquoi vous n'avez pas eu des résultats? Parce que le PDP n'est pas né en 2017. C'est un vieux parti, d'abord dirigé par Bassabi Kabala, que vous connaissez très bien, oui. Qui porte le même nom que vous. Oui. Donc pourquoi lui n'a pas eu de bons résultats? C'est ce que je vous ai dit. Nous, on a vu les forces en présence. Bassabi Kabala a été comme une fois aux élections. Et après les élections, qu'est-ce qu'il a toujours dit? Vous avez vu que mon discours est un peu différent du discours de mon géniteur, qui est le président fondateur du parti. Mon discours est un peu différent. Et vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'au niveau du PDP, ils sont venus me chercher. À la base, je n'étais pas prédestiné à prendre la présidence du parti. Ils sont venus me chercher parce que dans tout parti, contrairement à ce que les gens vous laissent croire, contrairement à tout parti, il y a des tendances. Dans tout parti, il y a des tendances. Des fois, il faut écouter. Dans tout parti, même il y a des modérés, il y a des radicaux. Dans tout parti. Il y a des gens qui vont vous dire, non, jamais, ça, on ne va jamais accepter. Voilà ce qu'il faut faire. D'autres vont vous dire, mais si on faisait ça, est-ce que c'est pas mieux? Donc, dans notre parti, bon, on a dit, bon, on a essayé ça, ça n'a pas marché. On a essayé ça, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on ne peut pas essayer ça? Le président fondateur, il nous a dit, non, moi, je ne peux pas mener ce combat. Mon principe de vie et la manière dont moi j'ai mené ma lutte, je ne peux pas mener ce combat. Mais je pense que voilà ce que nous devons faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Mais ils sont venus me chercher. J'ai accepté de mener ce combat. Et nous avons commencé. Et vous allez voir les résultats dans 5-10 ans. Chaque fois, je le répète sur vos plateaux, mon résultat, c'est dans 5-10 ans. Vous ne pouvez pas me juger maintenant. Dans 5-10 ans, vous allez juger nos résultats. Voilà.
Ce qui a manqué à la classe politique aussi, comme certains le soulignent, est-ce que c'est pas une forme d'union sacrée face à la pandémie? On a peu vu les partis politiques se mettre ensemble. Vous n'avez pratiquement pas parlé. Le pouvoir n'a pas tenté de vous joindre à la riposte. Est-ce il n'a pas manqué quelque part cette union sacrée pour lutter contre la pandémie? Oui, en partie, mais les résultats sont satisfaisants. Donc, c'est au pouvoir parce qu'ils ont été élus. C'est à eux de mener les politiques qui pourront permettre aux Togolais d'être heureux et puis apporter une réponse à la riposte. Nous aurions voulu être associés parce que nous avons quand même fait de bonnes propositions. Nous aurions souhaité qu'au début, en même temps, qu'on puisse privilégier l'aspect d'abord économique. C'est vrai, l'aspect sanitaire, on a équipé les hôpitaux, on a fait, mais nous avons souhaité qu'on puisse aller dans le sens de l'Allemagne, de la Corée du Sud, qu'on puisse dépister. On nous dit qu'il y a des problèmes par rapport à ces dépistages rapides, mais on aurait... Mais le problème de dépistage, nous en parlerons Voilà. tout à l'heure. On aurait souhaité que ce soit ça. Donc, on a eu un certain nombre de propositions qu'on aurait pu verser à ce comité, mais nous n'avons pas été associés. Mais je pense que le travail est satisfaisant. Nous sommes l'un des Pourquoi rares... vous estimez que le travail est satisfaisant? Parce que je vois un peu le comité qui a été mis en place, qui fait ses rapports périodiques. Et je pense que par rapport à certains pays, le travail est quand même satisfaisant. Par rapport au nombre de décès, par rapport à l'évolution de la pandémie. L'évolution de la maladie. Maintenant, sur le plan économique, c'est un autre aspect. Peut-être que nous en parlerons. Sur le plan économique, je pense qu'il y a lieu de... On pouvait faire autrement. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour crier cocorico en ce qui concerne l'évolution de la courbe de la maladie? C'est vrai que dans votre pays, le Togo, aujourd'hui, plus de 2 tiers des malades ont été guéris. Et qu'aujourd'hui, le pays traîne environ 180, 200 cas actifs sur près de 560 cas déclarés. Oui. Oui, cas déclarés. Mais est-ce que c'est pas trop tôt pour se réjouir dans la mesure où les mesures de déconfinement se poursuivent avec les restrictions de liberté qui ont été enlevées, le couvre-feu levé? Est-ce qu'il ne faut pas attendre quelques semaines encore avant de tirer les conclusions? Oui, vous avez raison. C'est pour ça que nous disons le résultat est satisfaisant, mais nous devons avoir plus de vigilance dans le combat que nous sommes en train de mener contre cette pandémie qui est une pandémie mondiale. Le résultat, c'est la conséquence d'un certain nombre de mesures que nous avons eu à prendre dès le début, les pays africains. Vous avez vu, quand vous prenez le Brésil, vous prenez les États-Unis, qui sont de grandes puissances. La plupart du temps, c'est des gens qui prennent des décisions et nous essayons de suivre. Mais sur cette histoire de Covid, les pays africains ont été quand même responsables. Nous avons eu des gouvernements responsables, tout de suite, qui ont pris des mesures qui n'étaient pas des mesures... c'était contraignant, mais qui ont sauvé nos populations. Il faut le reconnaître. Oui, c'est vrai que la situation de la pandémie en Amérique latine... Au Brésil, oui, mais ça ne va pas. Oui, plus de 100 000 cas de contamination. Oui, c'est plus grave dans d'autres pays, au Pérou, etc. Ils ont sous-estimé. Oui. Ben, nous, avec nos petits moyens, avec notre capacité, nous avons pu quand même endiguer cette crise, plus ou moins. Donc, le résultat est plus ou moins satisfaisant. Je dis bien plus ou moins satisfaisant, mais il faut toujours de la vigilance. Par exemple, au Bénin, ils ont réouvert les lieux de culte en une semaine. Les cas de contamination ont doublé. Vous êtes au courant? Tout à fait. Oui, ça a doublé. Donc, un peu de vigilance. Il y a des gens qui font pression, mais qu'on leur explique que cette histoire-là... Et puis, il faut réinventer notre société, nos écoles, nos hôpitaux. Il faut vivre avec la maladie. Parce que jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, le vaccin encore, il y a des gens qui nous disent qu'il ne faut pas prendre le vaccin parce que, voilà, on veut décimer la population. Ça, je n'en sais trop rien. Mais jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution, il faut vivre avec la maladie. Donc, tout ce que nous avons en Afrique, c'est les mesures barrières. C'est vrai que maintenant, il y a une liberté de circuler sur l'ensemble du territoire. Mais je pense que pour les lieux de culte, il faut encore observer peut-être une semaine ou deux pour voir si on peut ouvrir ces lieux de culte. Mais surtout au niveau des lieux de culte, le problème qui s'est posé aux Béninois quand ils ont ouvert, ce n'est pas tant les lieux de culte qui posent problème, mais c'est les acteurs, les individus. Quand vous allez au culte, que vous sortez, que vous ne respectez pas les mesures barrières, même vous pouvez respecter les mesures barrières à l'intérieur du lieu de culte, mais à l'extérieur, si vous ne respectez pas les mesures barrières, ça pose un problème. Ça pose un problème. Au niveau des écoles, nous avons, pour le cas du Togo, opté pour juste les classes d'examen. C'est la proposition que le PDP a faite dès le départ. Le PDP a fait dès le départ, parce qu'il y a l'évaluation continue. Au Canada, que moi je connais très bien, c'est les évaluations continues. Quand vous prenez un bachelier canadien, vous pensez qu'il est plus... Il n'est pas... Le bachelier togolais le dépasse. Au Canada, on n'échoue pas. Mais si je dis, les gens vont dire, pourquoi il dit ça sur les plateaux de télé? Mais oui.
Au Canada, on n'échoue pas parce qu'on considère que la société, vous êtes utile à la société. Même si vous ne réussissez pas en mathématiques, même notre système de formation. On vous dit des gens qui font des filières, même nous-mêmes, hein, nous-mêmes acteurs, il faut se donner les moyens de notre politique. Il faut revoir notre système éducatif. Il faut mettre l'accent sur les mathématiques, les sciences. Parce qu'il faut aller vers l'industrialisation. Nous ne pouvons pas former autant de philosophes, autant de... Non, on en a besoin, mais il faut un quota. Mais il faut mettre l'accent sur des métiers porteurs comme la technologie, comme l'agriculture. Il faut réinventer un peu notre système éducatif. Les classes d'examen, c'est bien. Il faut voir les mesures barrières. Les classes d'examen, je pense que nous avons fait le meilleur choix. Uniquement les classes d'examen, les autres, évaluation continue, on sort les bulletins du 2e et du 3e trimestre. Parce que... Et on verra l'année prochaine si on peut revenir sur le programme qui n'a pas été exécuté. Voilà. Je voudrais qu'on aborde maintenant les conséquences socio-économiques de la pandémie de la maladie à coronavirus. Innocent Kagwara, quand vous nous avez dit que vous avez sillonné beaucoup le pays, est-ce que vous avez senti, comme ce que les gens disent, que durant cette pandémie, la pauvreté a montré son visage et que les populations sont plus démunies que ce que les gens imaginaient? Oui, mais c'est dommage que cette maladie puisse mettre... c'est un coup terrible pour notre économie, hein, parce que nous étions en train de faire des bonds spectaculaires, mais cette pandémie va nous faire reculer un tout petit peu. Mais nous avons foi en notre destin, en notre nation, et nous allons relever le défi. Les conséquences sur le plan économique et social sont plus catastrophiques que les conséquences sur le plan sanitaire. C'est vrai, nous avons tel cas déclaré, tel cas guéri, tel cas de décès. Mais sur le plan social, tous ceux qui sont à la maison, les entreprises qui seront fermées, les points de croissance sur notre économie, les partenaires extérieurs qui ne vont pas... Il y a des programmes qui vont suspendre un certain nombre de choses. Ça sera dévastateur pour nos économies africaines. C'est là où il va falloir réfléchir pour s'émanciper. Est-ce que le modèle économique que nous avons, est-ce que ça nous satisfait? C'est à nos gouvernants de répondre. Parce que c'est pour ça que nous avons, dès l'annonce de la pandémie, nous avons dit que la faim va tuer plus que la pandémie elle-même. Et pourquoi nos populations sont si pauvres? Pourquoi les économies sont si fragiles? La pauvreté est si... Nous dépendons de l'extérieur, nous n'avons pas encore une capacité à s'autosuffire. C'est ça qui nous fragilise parce que nos économies, essentiellement, c'est sur les matières premières. Il faut que nous diversions l'économie, qu'on aille dans l'agriculture, l'industrialisation et surtout le secteur des services. Comme vous voyez le Rwanda, c'est ce que le Rwanda est en train de faire. Dans le secteur des services, il faut que les gens soient bien formés et que la main-d'œuvre soit abordable. Un peu comme la Chine, Singapour. Voilà. Parce qu'il faut que nous puissions nous vendre. Nous avons fait une proposition, même pas plus tard qu'hier, au niveau des prisons. Les gens vont trouver ça bizarre, mais oui. Si nous n'avons pas les moyens de construire les prisons, on n'a qu'à faire un partenariat public-privé par rapport, par exemple, aux prisons. Les États-Unis, les prisons sont construites par les privés. Il y a un loyer que l'État paye. Ils s'occupent de la bouffe, ils s'occupent et on installe même une usine dans la prison. Parce qu'il y a des gens qui ont des compétences. C'est vrai, il y a une privation de liberté, mais ces gens-là, ils ne sont pas bêtes, ils ont une certaine compétence. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, une prison où il y a 500 personnes qui dorment. Mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces gens-là pour créer de l'emploi? Pour produire des pièces détachées, pour produire une usine. Faire en sorte que l'usine puisse aller s'installer en prison. Et préparer la réinsertion de ces gens-là. L'État n'aura plus à dépenser pour construire les centres pénitentiaires parce que c'est le privé qui va s'en charger. Maintenant, il y aura un loyer par rapport aux chambres. Les gens qui veulent être à l'aise, ils auront leur chambre, mais ils vont payer un peu plus. Ils vont payer un peu plus. Voilà des trucs simples. Quand vous prenez les routes, il faut la préférence nationale. Nous ne pourrons pas donner des contrats de 100 millions, 200 millions à des entreprises étrangères. Ils vont enrichir le pays. Et nous, qu'est-ce que nous gagnons? Si nous ne faisons pas la promotion de ce qui est produit au Togo, nos entreprises, mais comment nous pourrons créer des emplois? Mais c'est une question de qualité d'appel du d'offres, travail de qualité aussi, de travail, oui. Parce que vous savez, il y a des exigences mais il y a des au pays... sein de l'UEMOA. Je ne refuse pas. De la même manière, des entreprises togolaises gagnent des marchés à l'extérieur. À l'extérieur, je suis parfaitement d'accord. Mais nous devons faire Nous sommes de très petites économies. La mondialisation, c'est intéressant, c'est bon, mais il faut savoir se protéger des fois.
C'est quand vous êtes suffisamment fort que vous pouvez compétir avec les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous êtes suffisamment fort, vous pouvez compétir avec les autres. Vous ne pouvez pas prendre une équipe de deuxième division ici pour aller jouer un championnat en France. On est d'accord? Même la première division, ils ne pourront pas jouer. On accepte les règles, certes. Mais nous devons mettre un système. Vous avez vu, par exemple, les conservateurs, ils ont mis un programme en place où c'est la préférence nationale, c'est les jeunes. Si vous avez le marché, un certain nombre, c'était 25%, je pense qu'ils sont passés à 50% ou quelque chose comme ça. Les marchés de l'État, c'est pour la jeunesse. Ça permet aux gens de créer des emplois, ça permet aux gens de se renforcer, de créer des emplois. Et ça permet à ces gens d'aller compétir sur le plan international. Les feux tricolores, il y a l'OPEM qui, moi, je les ai félicités. Le docteur, je ne sais plus, j'ai eu à échanger avec lui au téléphone. Il faut faire la promotion de nos feux rouges. Made in Togo. Donc, vous voulez dire que pour certains travaux, comme dans l'infrastructure, la construction des routes, qu'il faut privilégier les routes togolaises doivent être dessinées, construites par des Togolais, c'est ce que vous voulez dire? Ce n'est pas exclusif. Mais je dis, il faut quand même une préférence nationale. Sinon, comment nos entreprises vont grandir? Je vous retourne la question. Comment voulez-vous que nos entreprises grandissent? Pour le moment, nous parlons donc de pauvreté liée à la maladie coronavirus, mais ce qui est à craindre, est-ce que cette pauvreté endémique ne va pas créer des problèmes politiques à la fin, comme ce qui se passe actuellement au Mali? Ça dépendra des régimes. Les régimes qui auront pris la mesure de la chose et qui auront pris des mesures. Ici, il y a le programme Novici, mais je ne sais pas si ça suffit. Parce que les gens vont être affamés d'un point d'oreille. Donc, il faut que les gens anticipent. Le problème de l'Afrique, c'est que nous n'anticipons pas assez. Nous n'anticipons pas assez. Il y a des gens qui ont des conseillers, ils n'ont qu'à réfléchir. Parce que les techniciens peuvent parler, mais sur le plan politique, quand vous avez un problème, il faut le régler. Parce que si vous ne le réglez pas, vous aurez des troubles. On est d'accord? Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Sur le plan politique, il faut régler le problème. Quand les gens commencent à ne plus manger à leur faim, à ne pas faire 2 ou 3 repas, ça pose un problème. Il faut que les gens qui dirigent le pays puissent voir un peu à travers les filets sociaux comment est-ce qu'ils vont faire pour que les gens... Parce que la faim, ça tue. Est-ce qu'il ne faut pas changer de mentalité aussi? Parce que ne pas manger ou manger, est-ce qu'il faut attribuer la responsabilité forcément à l'État? Est-ce qu'on ne demande pas trop à l'État? En partie, il faut savoir que c'est quand même la responsabilité. Les gens ont été élus, ils ont un mandat. Il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent s'occuper de la population. C'est à travers des programmes, des fois qui sont financés par l'État, des fois qui sont financés par des bailleurs de fonds. C'est à travers la loi de finances qu'il faut voir, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire de notre pays? Et l'orientation, c'est le chef qui donne l'orientation. Est-ce que nous voulons un pays industrialisé? Est-ce que nous voulons un pays agricole? Est-ce que nous voulons un pays de services? C'est en fonction de ça que vous mettez des politiques en place. Et les gens vont vous faire confiance. Mais si les gens n'attendent pas de l'État, ils vont attendre de qui? Mais quand l'État finit de créer les conditions pour que les gens puissent créer des emplois, que les gens puissent faire leur business, les gens ne vont plus attendre quoi que ce soit de l'État parce que les conditions sont favorables pour que les gens puissent créer, puissent faire des affaires, puissent se nourrir leur famille et puis donner de l'emploi à leurs concitoyens. Mais quand vous n'avez pas ce minimum, ça pose un problème. Et ça risque d'aboutir sur une crise politique. Quand vous n'avez pas ce minimum, ça va inéluctablement aboutir à une crise politique. Est-ce que vous avez un mécanisme qui vous fait remonter les informations de la base, de vos militants, vers le sommet? Est-ce que vous les écoutez? Quelle est la situation dans votre pays aujourd'hui? Est-ce que les gens peuvent tenir encore pendant un bout de temps? Je pense qu'il y a des pays où l'État a fait un plan Marshall par rapport à l'économie. Il y a des secteurs qui sont sinistrés. Quand vous voyez le secteur du tourisme, vous voyez le secteur de l'éducation. Comment vous pouvez demander aux gens de reprendre s'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont trouver les moyens pour payer les enseignants, payer les employés? Donc ça pose un problème. Il faut leur apporter de l'assistance. Si vous ne leur apportez pas de l'assistance, d'ici l'année prochaine, ils vont fermer. S'ils ferment, c'est combien d'emplois qui seront détruits? Ça, on n'a pas besoin des préfectures pour avoir des remontées. Ça, tout le monde le voit. Il faut apporter assistance à un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs qui sont sinistrés. Il y a des hôtels qui sont en train de fermer. Le secteur touristique est affecté, le secteur aéronautique, toutes les entreprises qui sont à nos frontières, dans nos aéroports, ils sont vraiment sinistrés. Vous pouvez mettre les gens en chômage technique, mais vous allez tenir combien de temps? Après, qu'est-ce que vous avez comme option? Est-ce que vous les mettez? Est-ce que vous les licenciez? Est-ce que vous les gardez? Est-ce que les choses vont reprendre?
Parce que les économies africaines sont vraiment impactées par cette histoire. Les Européens, ils ont les moyens de relancer leur économie. Mais nous, qui va nous aider? C'est pour ça, j'ai dit au début, il y a un changement de paradigme. Il faut repenser, il faut réinventer nos économies, réinventer notre façon de vivre. Par exemple, moi, j'ai enterré 2 cousines en l'espace d'une semaine. Ça a été très sobre. Hein. On est parti de la morgue, on a vu le corps, on a amené dans la famille 5 minutes, on est parti à la morgue. Les salutations ont fait à la morgue, il n'y a plus d'apatam, il n'y a plus de... Il faut réinventer notre société. On aurait même pu faire l'économie de la morgue. Hein. Oui, bon, pour certains. Pour certains, parce que les gens n'arrivent pas à enterrer, parce qu'il faut que tel qui en Europe envoie des sous, lui, il attend la fin du mois pour vous envoyer les sous, pour payer les frais de la mort, pour pouvoir faire les apatams. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ceux qui ont les moyens n'ont qu'à le faire. Ceux qui n'ont pas les moyens, on enterre. Et après, on va saluer la famille. Là, même, on ne salue plus. On fait la révérence et puis tout se fait au cimetière. En une journée, c'est bouclé. Est-ce qu'on a besoin de dépenser autant pour des gens qui sont décédés alors que de leur vivant, quand vous apprenez qu'ils sont malades, les gens ne veulent pas aider. Mais quand qu'ils meurent, il y a de l'assistance pour qu'on puisse les enterrer. Est-ce que ça a du sens? C'est vrai qu'il faut enterrer dignement nos morts, mais il faut réinventer. Cette maladie est en train de bouleverser nos habitudes. Il faut que nous puissions réfléchir à réinventer notre société. Et ça commencera par la jeunesse, ça commencera par nous, ça commencera par tout le monde. Et il faut véritablement que nous puissions tirer le son de cette histoire, que nous puissions nous affirmer en tant que continent, en tant que pays, et que nous puissions véritablement prendre notre indépendance, que nous puissions décider pour nous-mêmes, faire affaire avec qui nous voulons, signer des partenaires avec qui nous voulons, mais que ce soit la préférence nationale, que ce soit le pays d'abord. Que ce soit les emplois que nous devons sauvegarder sur le plan national d'abord. Et forcément, l'État doit intervenir. On va aborder le dernier aspect de cette émission. Votre pays, le Togo, a décrété depuis le 1er avril un état d'urgence sanitaire pour 3 mois. Un état d'urgence que vous avez validé d'ailleurs au Parlement. Au Parlement togolais, à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que après l'état d'urgence, vous avez accordé au gouvernement la faveur dirigée par ordonnance. Oui. Avec ces mesures exceptionnelles, est-ce que vous continuez de jouer votre rôle, comment on dit, de surveillance, de chien de garde, pour éviter des débordements, des formes d'abus de ces pouvoirs illimités qui sont confiés au gouvernement? Oui, la question mérite d'être posée parce qu'il y a beaucoup qui nous posent cette question. Et vous avez raison de la poser. Oui, je pense qu'il y a un contrôle qui est fait sur l'action du gouvernement. Et nous continuons pas à jouer notre rôle de parlementaire. Même la semaine prochaine, nous serons au Parlement pour voter d'autres tests qui étaient restés en urgence et que nous allons faire passer. Et le gouvernement, les ordonnances doivent être envoyées au Parlement pour que nous puissions les valider, que nous regardons ce que le gouvernement fait. Donc ce n'est pas... ce n'est pas... ils ne feront pas n'importe quoi parce que c'est quand même des gens responsables. Je pense que tout ce qui sera pris comme décision dans cet état d'urgence, c'est pour le bien-être de la population. Et nous allons exercer. Et à chaque fois qu'il y aura une décision qui sera prise, qui n'ira pas dans le sens de ce que nous attendons, vous allez voir, nous allons faire des interpellations. L'honorable Djerry Tama, vous avez vu ces interpellations? Mais de toutes les façons, vous ne pesez pas lourd. Vos interpellations n'engagent que ceux qui y croient. Non. Les interpellations, ça oblige le représentant du gouvernement, le commissaire du gouvernement, à venir se justifier au Parlement. Oui, mais à venir se justifier, ça veut dire à venir tenir un discours. Malgré tout, est-ce que vous n'êtes pas trop minoritaire, nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale pour pouvoir peser sur quoi que ce soit à l'Assemblée nationale? Notre voix porte à l'Assemblée nationale. De quelle façon? Non, notre voix porte. Venez suivre les débats au niveau du Parlement togolais, vous allez comprendre. Notre voix porte et nous sommes vraiment respectés. Nous sommes respectés. Nous faisons plus d'interpellations. La plupart de vos décisions sont prises par vote. Le parti au pouvoir a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Depuis l'avènement de la démocratie, le régime en place a toujours été majoritaire. Est-ce que la voix de ceux qui nous... Mais il y avait une minorité de blocage dans l'ancien Parlement. Blocage par rapport à quoi? Quand vous faites une interpellation, il y a un blocage par rapport à quoi? Quand vous voulez voter une loi, oui, il peut y avoir blocage. Même si vous avez le blocage, c'est par rapport à un certain nombre de lois. Par rapport à d'autres lois, ça passe. Vous ne pouvez pas bloquer. Mais comment est-ce que vous allez bloquer? Quand c'est une loi constitutionnelle, oui. Mais je ne sais pas si on se comprend. Mais attends, ils avaient quelle minorité? Je vous dis, nous sommes le Parlement, nous faisons le plus d'interpellations possible. Nous faisons un contrôle de l'action gouvernementale que les autres n'ont jamais fait. À part les lois qui font objet de discussion, par exemple, sur le plan politique. Sur tous les autres aspects, ils ont été inexistants.
L'honorable Tamoy et moi, nous sommes pratiquement sur tous les sujets. Ils ont été inexistants. Sur un sujet économique ou social, vous n'allez jamais les voir intervenir. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est maintenant que nous sommes en train de contrôler l'action du gouvernement. Ce n'est pas un blanc-seing, non. Nous sommes en train de contrôler l'action du gouvernement. Il y a un certain nombre d'ordonnances qu'ils ont eu à prendre qui seront envoyées au Parlement pour que nous puissions discuter des sujets. Faudra-t-il proroger l'état d'urgence qui était ce n'est de pas 3 mois? Non, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Donc, ils n'ont qu'à nous faire le point et on verra s'il faut proroger. Mais vous avez votre idée sur la question. Pour le moment, ils n'ont qu'à d'avoir le point. Est-ce que si nous avons besoin de proroger, nous nous aviserons. Donc, pour vous, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire, vous n'y pensez pas pour le moment? Vous avez vu dans toutes les nations occidentales et même dans certains pays africains, on parle de déconfinement. Donc, ça veut dire que la situation est plus ou moins maîtrisée, si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que nous avons besoin de proroger? C'est au gouvernement de voir et on avisera. Merci, honorable Innocent Kagwala. Nous arrivons pratiquement à la fin de la première partie de New World Forum. La deuxième partie sera quelque peu interactive. Nous aurons l'occasion d'avoir quelques questions des téléspectateurs, s'ils en ont pour vous, à travers nos comptes sociaux, nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. Que de la seconde partie, nous aurons aussi en duplex de Dakar, Dr Ola Kounle Gilles Yabi. Il est le fondateur du think tank Wati. Il est économiste de formation, ancien directeur régional d'International Crisis Group et journaliste, ancien journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Nous évoquerons avec lui la situation au Mali, mais surtout en Côte d'Ivoire, voir avec lui si la crise sanitaire ne va pas déboucher finalement sur des soulèvements populaires comme ce que nous sommes en train de voir au Mali. Donc, vous restez avec nous. Dans la seconde partie, les téléspectateurs vont vous poser des questions et vous allez leur donner les bonnes réponses. Merci, honorable. Merci, à tout à l'heure. Et nous marquons donc une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.